Tout vient à point, à qui sait attendre. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais enfin pouvoir vous débriefer sur ce que je pense de ce Samsung S95F. Tout du moins ici, dans sa version 55 pouces, le téléviseur OLED haut de gamme du constructeur qui embarque la toute dernière génération de dalles QD-OLED. 4e génération de dalles proposée, fournie ici par Samsung Display. En tout cas, pour 3 de ses références, 3 de ses diagonales, parce que oui, le S95 cette année, il est décliné en 55, 65, 77 et 83 pouces, mais seuls les 3 premiers utilisent cette technologie QD-OLED. Pour le 83 pouces, eh bien, il a recours à la dalle White OLED de LG Display, puisque, effectivement, Samsung Display ne fabrique pas encore de dalle QD-OLED en 83 pouces. Pour autant, eh bien, même ce 83 pouces reprend la particularité de cette gamme S95F, à savoir ce filtre mat qui est appliqué à l'écran. On va démarrer, eh bien, par les caractéristiques techniques, ou en tout cas un rappel des principales caractéristiques techniques fortes. Je vais d'abord m'intéresser à la partie dalle. Je vous ai dit, c'est la 4e génération de cette technologie qui évolue avec toujours la même promesse, celle d'une luminosité supérieure. Vous le savez d'ailleurs, c'est un peu le propos de tous les constructeurs, cette course aux nits, et la réponse cette année de Samsung Display à LG Display, elle passe aussi par une augmentation. Pourquoi je précise Samsung Display et LG Display? Eh bien tout simplement parce que les intégrateurs de ces dalles, que sont Samsung Electronics, LG Electronics ou encore Sony, ne communiquent très rarement, même jamais, de valeurs précises en matière de nits. Ils nous revendiquent toujours une augmentation de la luminosité au sens pourcentage du terme, et puis ils nous disent on vous laisse le soin de vérifier, mais la promesse c'est toujours d'avoir des dalles plus lumineuse. Et en l'occurrence, selon Samsung Display, eh bien, ce panneau pourrait atteindre une luminosité de 4000 nits, alors sous certaines conditions, avec cette fameuse mire à 3%, dans un mode boost ou flash peak, et avec sans doute le vent dans le dos, mais ça, c'était la promesse qui était faite au moment du CES, au mois de janvier dernier, avec cette augmentation qui était associée de 30% dans les meilleures conditions, grâce à l'emploi d'une nouvelle couche électroluminescente dite de 3e génération. Alors malheureusement, on n'a pas plus de détails qui sont communiqués là-dessus, mais c'est elle qui apporterait vraiment ce boost de luminosité. En tout cas, une telle évolution n'aurait pas été apportée à ces téléviseurs depuis 2 ans, et donc ce qui se traduit par un millésime 2025 qui constituerait une vraie évolution importante au sein, cette fois-ci, du catalogue de Samsung Electronics, mais aussi auprès du catalogue de ceux qui adopteraient cette génération de dalles fournie donc par Samsung Display. L'évolution est à noter aussi du côté du processeur, puisqu'on bascule sur le processeur NQ4 dédié au téléviseur Ultra HD 4K, AI, pour toute la partie traitement d'intelligence artificielle, Gen 3, qui améliore dans ses performances la surcouche justement de toutes les fonctionnalités traitées par intelligence artificielle. Alors attention, on y met un peu tout aujourd'hui dans cette intelligence artificielle. Le moindre nouvel algorithme ou le moindre algorithme, permet aux constructeurs de s'emparer de cette dénomination d'IA. Donc ici, on a cette IA qui est tellement porté, tellement plébiscité par Samsung sous cette dénomination Vision AI, qui regroupe des choses qui sont, comme on va le voir ensemble, parfois intéressantes, souvent bien fantaisistes, voire dispensables, ou même à revoir pour les rendre plus efficaces. Je vais y revenir dans cette vidéo et je vous l'annonce déjà, il va falloir vous accrocher car je vais parfois m'intéresser aux détails. Tous ceux qui sont abonnés à cette chaîne commencent à me connaître. On pourrait aussi penser qu'il n'y a pas de changement du côté de la connectique avec 4 prises HDMI 2.1, 40 gigabits par seconde, attention, on n'est pas sur du 48 gigabits par seconde, mais cette fois-ci, c'est dans la subtilité et plus précisément du côté de cette technologie VRR, le fameux Variable Refresh Rate, que ça va se passer puisque on atteint désormais une fréquence maximale annoncée de 165 Hz pour le gaming. Naturellement, c'est pas quelque chose qui va être disponible sur les consoles de jeux qui, elles, sont plafonnées à du 120 Hz, mais grâce à cette technologie qui est le DSC pour Display Stream Compression,
fonctionne, eh bien, on devrait atteindre cette fréquence de 165. Là aussi, un chapitre sera consacré au gaming. Voilà pour l'essentiel des caractéristiques techniques que vous avez vues, encore une fois, s'afficher dans l'intégralité, avec notamment aussi certains points forts qu'on appréciera juste après dans la partie ergonomie matérielle, à savoir la finesse du téléviseur. Mais avant d'en arriver là, il faut que je vous parle des prix. Comme d'habitude, là encore, sur la chaîne, au moment où j'enregistre cette vidéo, à savoir à la mi-juin, eh bien, je vais vous partager les prix publics conseillés par les constructeurs, ceux qui sont affichés sur le site vraiment de Samsung, et chacun ensuite fera ses petites recherches en fonction de son enseigne de proximité ou alors du programme de fidélité auquel il aurait adhéré. Et sachez toutefois que vous trouverez dans la description des liens qui vous mèneront vers les meilleures offres issues de mes partenaires d'affiliation. Donc ces liens, ils vous permettent de me soutenir, mais bien entendu, il faudra en plus ajouter à tout cela les différentes offres qui pourraient être pratiquées avec certaines ODR, etc. Côté tarif, sur le site de Samsung, on est sur 2395 € pour le 55 pouces, 3605 € pour le 65 pouces, 4595 € pour le 77 pouces et 6595 € pour le 83 pouces, qui, je le rappelle, donc est en dalle White OLED de LG Display. Il faut justement compter sur des ODR valables jusqu'au 24 juin, dont les montants sont par exemple de 200 € pour le 55, 300 € pour le 65 et 500 € pour le 77 et le 83 pouces. Enfin, je sais que la tentation est grande et je le comprends parce que tout naturellement, en tant que consommateur, j'y adhère à ce principe qui consiste à comparer tous ces téléviseurs OLED premium haut de gamme, tout simplement à des téléviseurs LCD, a fortiori à rétroéclairage mini LED qui sont toujours plus performants et qui ont de véritables arguments à faire valoir avec des tarifs qui parfois n'ont clairement rien à voir. On pense naturellement à des produits chez Hisense et TCL, chez qui, pour le prix d'un 55 chez Samsung, on va acheter un 85 pouces en C8K, par exemple, chez TCL. C8K que je suis actuellement en train de tester dans une version 75 pouces. Donc, si jamais vous voulez me poser des questions, rejoignez-nous sur le Discord, mais surtout, abonnez-vous à cette chaîne. J'ai déjà fait un petit live où on a fait quelques mesures, etc. Où j'ai fait quelques mesures. Et le test je l'espère, ne devrait plus trop tarder. Peut-être même certains comparatifs, puisque le Hisense U8Q également est arrivé, cette fois-ci dans une version 65 pouces. Donc c'est un peu la fête à la maison. N'hésitez pas à vous abonner, cocher la petite cloche des notifications. Il faut s'intéresser ici aux détails pour constater que Samsung nous propose ici un téléviseur QD OLED qui évolue sur la conception de son filtre mat. J'insiste, c'est un filtre mat, c'est pas une dalle mat comme on va les retrouver sur les téléviseurs The Frame par exemple. C'est vraiment un filtre. C'est pour ça que au-delà de la dalle QD OLED de Samsung Display, Samsung Electronics l'applique aussi au 83 pouces qui utilise une dalle de LG Display. Et aujourd'hui, ce filtre, il s'appelle OLED Glare Free 2.0 et il procure, selon moi, une impression globale meilleure que celle des téléviseurs de l'année dernière. Le S95D que j'ai testé sur la chaîne, au moment du test, j'avais évoqué le fait que ce qui est indiscutable, c'est que ça allait forcément créer débat. Certains étaient très habitués à ces noirs très profonds, presque des noirs encre brillants, etc. Et pour d'autres, le fait d'avoir un filtre mat, ça allait soit sauver la mise, comme pour moi, j'avais dit, dans le cadre de mon salon qui est lumineux avec les deux baies exposées plein sud, mais en opposition à cela, forcément, je me retrouvais avec un noir qui n'était plus si noir, un peu délavé aussi pour les couleurs, lorsque la lumière tapait directement dessus, alors que ce soit de la lumière naturelle, un peu rasante dans mon salon, encore une fois exposée plein sud, ou même de la lumière électrique, on avait ce phénomène, cette impression que la teinte virait un petit peu palote. Avec ce S95F, le filtre est meilleur. Le résultat me semble plus doux. On n'a toujours pas cette typologie de dalle avec cette impression que ce soit vraiment un noir qui serait liquide, le fameux noir encre que j'ai déjà évoqué. En revanche, il y a
tous les aspects positifs. Les angles de vision sont très bons, notamment ici dans un environnement lumineux contrôlé. J'ai certes mes 2 balles-quart, mais je n'ai pas de lumière qui frappe le côté de la dalle. Là, j'ai des angles de vision qui sont parfaits. J'ai des noirs qui sont très intenses, qui sont parfaits également. Et surtout, j'ai moins cet effet de couleur délavée, de noir qui tendent un petit peu vers le gris. C'est un petit peu grisâtre. Il y avait comme un voile un petit peu opaque qui s'est atténué cette année, mais vous n'allez pas retrouver cette expérience que vous pourriez avoir, par exemple, sur un OLED G5. Et clairement, pour moi, sur l'aspect ergonomie, c'est un véritable point fort ici pour ce téléviseur S95F qui maîtrise encore mieux ce sujet-là. Et en fait, j'ai presque hâte. Pour moi, c'est vraiment le filtre anti-reflet qui dégomme tout, j'allais dire. En tout cas, qui éclate tout. C'est le meilleur des filtres anti-reflet que j'ai eu ici à la maison. Toute technologie confondue, parce que oui, souvent je vous dis aussi, quand le filtre anti-reflet est brillant, on a la compensation de l'intensité lumineuse de la technologie LCD mini LED, parce que les téléviseurs LCD mini LED aussi, désormais sont très brillants. Et là, non seulement c'est mat, on a de la ressource lumineuse, et en plus, on retrouve enfin des couleurs, enfin entre guillemets, on retrouve ces couleurs en journée qui s'affadissent un petit peu moins. Parce que le soir, lorsqu'on est dans la pénombre dans la pièce, eh bien c'est vraiment assez somptueux. Mais j'y reviendrai dans la partie qualité de l'image. Concernant la suite du design, eh bien j'ai clairement l'impression que sur certains points, Samsung ne fait plus d'efforts. Ils doivent considérer qu'ils ont réalisé des choses inédites, alors on ne s'embête plus. Du coup, ça donne certes des trucs assez dingues, vraiment, comme la finesse de ce téléviseur, qui est impressionnante. Il fait 9 mm d'épaisseur environ, mais sur toute sa surface, sur toute sa hauteur, vraiment, et ça c'est rendu possible grâce à ce boîtier One Connect, puisque la connectivité est déportée, mais on a quand même la dalle OLED, on a quand même des composants électroniques, on a quand même un système, sans doute une feuille même de refroidissement, ce qui va bien pour les quantum dots également, donc il y a une structure de millefeuille entre guillemets qui donne une certaine épaisseur à ces viseurs. Donc il y a quand même de l'ingénierie là-dedans. Et puis surtout, on a un système audio 4.2.2 canaux, vous l'avez vu au moment de la fiche technique, et celui-ci, il est loin d'être ridicule. Vraiment, il est même assez surprenant. Certains l'ont qualifié de mauvais dans leurs tests que j'ai pu voir passer, sur lesquels je me suis pas trop attardé, je vous le cache pas. Ok, c'est peut-être mauvais quand on va faire des mesures de bande passante, etc. Mais quand on recontextualise cela, notamment face à certains produits concurrents et face à la réalisation ici, au regard de la finesse du téléviseur, je pense qu'on peut quand même saluer la performance. Pour moi, Samsung a toujours été meilleur sur la reproduction audio que LG. J'ai hâte de recevoir l'OLED G5 également de LG, lorsqu'ils seront disposés à me l'envoyer, lorsqu'ils l'auront récupéré, parce que du coup, je me ferai une idée plus précise de la chose. Mais historiquement, pour moi, Samsung fait mieux sur le sujet. Mais ce qui me gêne un peu, par contre, c'est que sur ce 55 pouces à plus de 2000 €, comme je l'ai dit, on se repose sur des acquis, sur des choses qu'on aimerait voir évoluer. 55 pouces, plus de 2000 €, regardez un peu la tête de cette télécommande. C'est triste à mourir. Moi, clairement, ça devient pénible. Pénible à utiliser, il n'y a pas de rétroéclairage, les touches sont petites, noires, parfois presque à flanc de la télécommande. On est vraiment sur une logique de compacité, on a l'impression de rien avoir en main, entre guillemets. Alors c'est peut-être quelque chose qui plaît, cette légèreté. Moi, je trouve que ça manque de consistance. Clairement, c'est sans doute pour moi parmi les pires télécommandes du marché aujourd'hui, car pour l'essentiel des constructeurs, ils font tous évoluer leurs zapettes, y compris chez certains avec la logique de monter en gamme. Mais TCL, Hisense, Sony, tous proposent du rétroéclairage sur des téléviseurs pourtant parfois moins chers. Et alors je vous parle même pas des produits de chez Philips TP Vision qui offrent des télécommandes un peu allongés, rectangulaires, très très sexy, avec une bonne sensation de préhension et qui en plus sont rétroéclairés et avec des touches contextuelles qui évoluent, qui changent en fonction des applications qu'on utilise. Alors, oui, Samsung tente d'améliorer l'expérience avec des touches de raccourcis associées à des appuis longs, etc. Mais pour moi, aujourd'hui, ça ne me suffit plus. Voilà, je râle, ça faisait longtemps et je pense que c'est peut-être peine perdue car ça fait plusieurs années que je dénonce cela et que chez Samsung, on ne partage pas du tout mon point de vue, en tout cas pas ouvertement et peut-être que vous non plus d'ailleurs, donc exprimez-vous dans les
commentaires. Et peut-être aussi que vous allez me trouver dur sur ce qui va suivre et cette analyse qui concerne le pied. Alors oui, c'est un pied central, c'est une bonne chose. Non, il n'est pas rotatif, il est fixe. Alors c'est vrai qu'avec un pied central, c'est toujours plus facile en le manipulant délicatement pour ne pas abîmer le meuble qui sera en dessous, par exemple, de l'orienter si c'est nécessaire. En tout cas, c'est plus simple que si jamais on a un pied à chaque extrémité ou qu'on a deux pieds. Mais ce pied central, eh bien, vous allez voir que j'ai des petites sauges à lui reprocher. Parce que oui, ce S95F, il va être sublime si jamais vous l'accrochez au mur avec cette finesse et un support a fortiori de fixation ultra plat, ça va être sublime. Plus, effectivement, que si jamais vous achetez un support VESA, mais pour le coup, support VESA qui pourrait être orientable sur le mur, que vous allez fixer sur ce système 400 par 300. Et si jamais vous avez une barre de son, comme c'est le cas ici avec la Q995F, qui m'a été envoyée aussi par Samsung, eh bien, vous voyez bien que ces deux produits s'associent parfaitement. On a une barre de son qui est costaud, puissante, mais du coup assez haute et qui vraiment vient mourir, entre guillemets, enfin ne cache pas le bas de l'image qui se situe à environ 9 cm du meuble. Vraiment, le bas de l'image, c'est 9 cm. On est environ à 8 cm pour le bas du châssis. Donc le résultat est propre. Mais à l'heure où une grande majorité de constructeurs fait le nécessaire pour s'accommoder à nos contraintes en proposant par exemple des pieds réglables en hauteur, des pieds réglables en largeur, Samsung, là aussi, se repose tranquillement sur son pied central qu'on connaît depuis les précédentes générations et qui n'offre pas de réglage en hauteur. Du coup, si je n'ai pas de barre de son à placer et que j'ai mis mon boîtier One Connect au dos, eh bien, j'ai un énorme vide, donc d'environ 8 cm sous le téléviseur. Et ça, ça fait clairement un petit peu old school, un petit peu daté dans le design. Et pour moi, l'explication, elle est assez simple. Je vous l'ai dit, le boîtier One Connect, que je vais matérialiser ici avec mon PC portable, elle se repose sur le pied qui est incliné à environ 45 degrés. Et donc, si je pose, et qui sont donc de dimensions identiques, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, si je pose mon boîtier One Connect, eh bien, je suis d'une certaine manière figé, c'est-à-dire que le boîtier va être là je vais avoir ma dalle, je vais avoir mon boîtier et je vais être entre guillemets figé parce que si jamais je veux descendre mon TV, eh bien il va falloir que je fasse varier l'angle du boîtier One Connect et pour ça, ça impliquerait d'ajouter ou en tout cas de transformer un petit peu ce dispositif de fixation à l'arrière et ce qui permettrait cette fois-ci d'avoir une dalle qui serait au bas du téléviseur. Pour moi, il n'y a absolument rien d'infaisable du tout. C'est quelque chose qui, je pense, est même assez facile à faire en 2025. Si vous n'avez pas d'idée Samsung, contactez-moi. Je vais vous en donner quelques-unes pour faire en sorte que ce soit possible. Peut-être que vous-même, vous seriez prêt finalement à peut-être faire quelque chose, un système D pour vous accommoder de cela. Et puis surtout, imaginez un peu que si jamais vous avez mis le boîtier One Connect, non pas au dos, mais là, dans un meuble déporté, par exemple, ou ailleurs, où il ne serait pas visible, eh bien, pourquoi vous ne pourriez pas d'ores et déjà profiter d'un téléviseur que l'on pourrait descendre pour avoir une image au ras de son meuble. Voilà. Donc ça, encore une fois, peut-être un petit coup de gueule, mais j'avais juste envie de vous parler d'un truc que je ruminais un petit peu, parce que ça fait maintenant quelques temps que je me dis, ok, Samsung, entre le pied qui bouge plus, la télécommande qui bouge plus, j'aurais aimé être surpris, j'aurais aimé que le constructeur fasse quelque chose, parce que pour moi, régler ce téléviseur en hauteur, ça tient à pas grand chose, à moins qu'il y ait quelque chose qui m'échappe dans la conception à l'arrière du TV, dans cette finesse, etc. Ils peuvent pas se permettre de rajouter peut-être un deuxième système d'attache, j'en sais absolument rien, mais auquel cas, qui s'exprime dans les commentaires, moi je pense que ça reste tout à fait possible, et j'avais un peu envie de chipoter sur ce point-là. Faites-nous une télécommande rétroéclairée avec des vrais raccourcis complètes, qu'on puisse bien utiliser son téléviseur sans avoir besoin de se dire c'est quoi le raccourci, appuyer longtemps, attendre que le menu charge, etc. Bon voilà, et vous allez me trouver un petit peu taquin, mais bon ça, on est chez Samsung, on est chez le constructeur qui nous propose des smartphones pliants avec des trucs complètement dingues, et là on a un TV qui coûte plus de 2000 € en 55 pouces, et il faut se contenter finalement de trucs assez sommaires sur certains sujets. Moi, j'aime être surpris au moment du déballage. J'en arrive maintenant au chapitre consacré à la qualité de l'image. Et alors,
sans grande surprise, c'est bon. Et c'est même très bon parfois. Et on va le voir juste après que si j'ai bien des choses qui ne me conviennent pas sur des promesses spécifiques d'un traitement d'image lié à l'intelligence artificielle pour le sport ou pour des fonctionnalités qui concernent la TNT, pour l'usage ciné, série et programme TV par exemple, il serait franchement surprenant que Samsung se prenne les pieds dans le tapis, même si, l'absence du Dolby Vision, qui n'a d'ailleurs pas suffi à détrôner Samsung au cours de ces 19 dernières années, depuis lesquelles ils sont numéro 1, on est sur une bonne qualité d'image. Et puis, je vous rappelle que sur le papier, le processeur NQ4 AI Gen 3 est une puce annoncée comme étant 2 fois plus rapide, jusqu'à 2,1 fois plus rapide sur la partie GPU, 17% plus rapide sur le CPU, et puis on a aussi ces 128 réseaux neuronaux consacrés, dédiés à cette partie intelligence artificielle au service de tous ces traitements d'images et certaines des fonctionnalités que j'aborderai un peu plus tard. Et donc quand on prend ça et qu'on l'associe à une dalle QD-OLED qui techniquement est meilleure, qui aurait même subi les meilleures évolutions au cours de ces dernières années, à laquelle on ajoute encore le filtre Glare Free 2.0 qui rend l'image un peu moins laiteuse, forcément le rendu global est meilleur que ce que l'on avait sur le précédent modèle, et cela dès sa sortie de carton. Alors, est-ce qu'il y a un monde d'écart dans la perception? Ce n'est pas sûr, en tout cas à catégorie de produits équivalente. Comprenez S95F versus un G5 par exemple. Mais des différences pourraient être parfois visibles, plus ou moins subtiles, peut-être pas autant que dans la démo que nous a fait Samsung lors de son événement à Francfort, où ils ont comparé un S95F avec un modèle OLED conventionnel de 2024, sans doute du White OLED bien moins cher, mais bon, c'est comme ça, c'est le jeu dans ce genre de présentation. C'est là pour nous en mettre plein les yeux et ensuite à nous d'en tirer nos propres conclusions. Pour autant, si réel défaut il devait y avoir, il me faut bien reconnaître aussi que c'est difficile à vérifier. D'abord parce que je ne vais pas vivre plusieurs mois comme vous avec le TV, même si pendant les tests j'essaye de varier un maximum de contenu avec un maximum de sources possibles. Et ensuite, c'est parce que sans doute aussi il est plus difficile à vérifier, a fortiori sur ce petit modèle de 55 pouces qui peut-être atténue certains défauts que je pourrais voir dans l'image. Mais j'ai des doutes parce que Samsung aujourd'hui c'est quand même une maîtrise globale du traitement de l'image qui a fait ses preuves. Alors attention, pour ma part, je l'ai quasi exclusivement utilisé en mode filmmaker. Et parfois, le mode écho, même si je n'ai pas eu spécialement recours à celui-ci, le mode écho peut être intéressant lorsqu'on a par exemple des émissions où la colorimétrie, la luminosité n'a pas grande importance, des émissions en plateau par exemple, ou des choses qu'on regarderait le soir. Le mode écho va suffire et va permettre d'abaisser un petit peu la consommation du téléviseur et du coup, c'est cool. On est sur une image qui est un petit peu plus reposante et vraiment avec ce filtre mat ici, ça me fait penser à un filtre qu'on pourrait appliquer sur l'écran d'un smartphone qui offre ce petit truc, presque cette petite image au toucher peau de pêche, et ça fonctionne bien. Certains apprécieront la proposition de Samsung cette année sur justement ces fonctionnalités que l'on peut retrouver dans le téléviseur et des fonctionnalités qui vont concerner le tone mapping HDR. Alors c'était déjà disponible également sur l'année dernière, et donc cette année ils nous remettent le tone mapping HDR qui peut être défini soit en état actif, soit en état statique, et en plus de cela on a également la conversion SDR vers HDR. Et alors là, c'est entre guillemets tout aussi peu ma cam, mais bon voilà, c'est possible, certains peut-être apprécieront. Et que ce soit pour la conversion SDR vers HDR ou tone mapping actif ou statique, je trouve que c'est des technos qui saturent l'image. Et alors quand on a un truc comme ça, avec cette technologie OLED capable d'envoyer aussi fort, notamment dans les couleurs primaires, forcément ça ne passe pas inaperçu, mais c'est sans doute aussi ce qui vous plaira. Parce que les constructeurs, ils se rendent bien compte que les consommateurs recherchent, pour la plus grande majorité d'entre eux, des images éclatantes, pour ne pas dire sursaturées. Donc quand on a un rapport de contraste aussi fort que sur un téléviseur OLED, comme je l'ai dit, ça ne passe pas inaperçu.
Pour ma part, je ne suis pas fan, mais je reconnais l'intérêt que cela peut avoir dans la lisibilité de certaines scènes, parce que certes, je n'adhère pas à une grande partie des reproductions qui en découlent, de ces modes de conversion ou de ce tone mapping, mais c'est peut-être aussi parce que j'ai pu voir ce que ça fait dans les mesures, en tout cas pour ce qui concerne la partie tone mapping. En effet, dans le mode cinéma, qui utilise le mappage des tons en mode actif, lorsque je lance justement cette analyse liée au tone mapping, je vois bien que la mesure ne suit pas la courbe de référence, c'est même dans les choux, avec une image boostée. Pourtant, je pense encore une fois que pour la majorité des consos, ça passera inaperçu parce que c'est fait intelligemment. Dans les zones sombres, on voit que ça débouche peut-être un peu plus tôt et un peu plus les images dans les zones sombres de l'image, mais ça ne touche pas aux valeurs très très sombres, aux très très noirs de l'image. Alors ok, j'utilise ma sonde C6 HDR 5000 qui m'est prêtée par Portrait Display et je ne peux que les en remercier parce que c'est déjà du bon matériel, mais pour autant je ne dispose pas de la finesse, de la sensibilité de certains matériels professionnels plus haut de gamme qui coûtent des milliers d'euros, plusieurs milliers d'euros, comme ce que peut utiliser Cédric Louis par exemple. Mais déjà, je peux remarquer qu'assez vite, on a un boost qui s'active pour faire popper les détails. Et à l'inverse, dans les haute lumière, eh bien les choses rentrent dans l'ordre pour ne pas cramer l'image. C'est en ça que je dis que c'est plutôt bien fait. Et c'est ce qu'il en ressort dans les mesures. Et c'est d'ailleurs ce que Samsung m'avait annoncé à l'IFA en 2024, au mois de septembre, lorsqu'il nous avait dit, regardez, on est en train de tester cette fonctionnalité qui va nous permettre donc par le biais du logiciel de déboucher un petit peu les zones sombres de l'image. Attention, parce que ça peut provoquer certains artefacts, certaines dégradations de l'image. Et pour le coup, c'est plutôt bien maîtrisé. C'est c'est d'une certaine manière une solution software software et hardware bien entendu, mais ça passe plutôt par une vraie gestion du comportement du téléviseur qui fait que peut-être ils vont essayer de recoller avec certaines limitations, certaines possibilités des téléviseurs LCD mini LED qui résonnaient comme des limitations sur les téléviseurs OLED jusqu'à présent. Et cette fonctionnalité de mappage de ton qui vraiment pousse au-delà de la courbe, elle peut être désactivée aussi en mode cinéma. Vous pouvez la basculer sur le mode statique et si vous ne voulez pas vous prendre la tête, eh bien vous faites comme moi et vous faites appel plutôt au mode filmmaker qui est d'ailleurs la configuration dans laquelle est le téléviseur et vraiment moi je ne l'ai quasiment que utilisé comme ça. Filmmaker quasi dans toutes les situations. Et d'ailleurs, c'est presque regrettable parce que vous l'avez vu dans les images qui sont quand même très très cool ici, mais la période de test a été propice à soumettre ce S95F en 55 ici à des rencontres sportives, donc comprenez des matchs de foot, mais aussi des matchs de tennis avec Roland Garros. Pour des raisons évidentes de droit, je ne vais pas pouvoir diffuser des contenus vidéo ici parce que sinon ma vidéo serait bloquée, mais vous aurez des captures et c'est vrai que durant la rencontre France-Espagne, eh bien j'ai été impressionné par le dynamisme de l'image. Pas tant par le piqué, parce qu'on était sur une diffusion en Full HD, et que c'est vrai que ce soit par la TNT ou que ce soit par le player de ma box opérateur, j'ai pas eu cette impression d'image ultra piquée. On avait une bonne logique d'upscaling quand même, parce que l'image était proprette, on avait une bonne gestion de la fluidité, mais c'était pas saisissant, c'était pas complètement bluffant. En revanche, du côté des couleurs, eh bien, si c'était pas moi qui avais réglé et défini le téléviseur en mode filmmaker, j'aurais pensé qu'il était en mode magasin, tant c'était éclatant. On n'était pas encore au niveau de la saturation qui intervient dans d'autres aspects, mais il est vrai que même pour ces contenus-là, que ce soit les matchs de foot ou Roland Garros, eh bien finalement, je m'en suis remis au mode filmmaker. Alors certains vont me dire, mais pourquoi t'as pas été regardé du côté du mode sport? Eh bien tout simplement parce qu'on n'a pas de mode sport de base. On a un mode éco, dynamique, standard, cinéma et filmmaker. On n'a pas de mode sport de base. Enfin, pas tout à fait, parce qu'on peut quand même aller profiter de l'équivalent de ce mode sport, ou en tout cas quelque chose qui semblerait s'en rapprocher, mais pour cela, il faut aller dans les modes IA. Alors là, c'est une logique Enfin, regardez, c'est le menu qui sont là, déjà vous commencez à les voir. Il faut aller ici activer le mode IA. Et alors là, attention, parce que forcément j'ai cette petite alerte qui va m'annoncer un boost de luminosité et donc du coup un changement sur la consommation. Et donc là, j'ai activé le mode IA. Ensuite, juste à gauche, ici, j'ai un mode qui est
personnalisation de l'IA où j'ai le mode IA optimisé par l'IA. Ça, c'est ce que j'ai envie un peu d'appeler le mode full IA. Et vous voyez bien que full IA, c'est complètement too much, c'est complètement fou. Tout est ultra saturé. C'est la foire. Et le mode full IA également intervient sur l'audio. C'est des modes d'intelligence artificielle. À partir du moment où on les active, ça intervient à la fois sur l'audio et sur l'image. Alors on a évidemment des paramètres que l'on peut changer. Et donc pour personnaliser ce mode IA, je reclique. Là, désormais, vous avez vu déjà que l'image s'est calmée parce que j'ai déjà appliqué certains réglages et c'est non pas, on va le voir ensemble, ici dans les réglages de l'image que je vais pouvoir intervenir parce que si je clique ici sur mode d'image, on voit que j'ai soit optimisé par l'IA, soit personnalisation de l'IA. Il faut en fait que je revienne, encore une fois, que j'aille dans les fonctions avancées. Je trouve ça un petit peu malheureux comme organisation dans les menus. Peut-être que Samsung s'est dit qu'il souhaitait pas mélanger tout ça, qu'il souhaitait garder le côté IA simplifié et considérer que ce sont les utilisateurs experts qui vont aller paramétrer ça et donc se rendre dans les fonctions avancées. Moi, je trouve que c'est un petit peu dommage. Et donc, c'est ici, dans paramètres mode IA activé, que je vais venir, tout simplement, personnaliser l'audio, on le voit ici avec paramètres de son adaptatifs, et que je vais surtout aussi personnaliser ces modes d'image. Alors, on retrouve ici 3 choix, scène, événement sportif, scène, cinéma et scène générale. J'ai des petits descriptifs, si je vais, par exemple, dans scène, événement sportif, optimiser la qualité des images et du son afin d'améliorer votre expérience de jeu. Alors, votre expérience de jeu, bon, ok, les petites légendes sont pas complètement dingues. Et là, pourquoi on me parle de mode jeu alors que j'ai des petites vignettes ici en mode sport? Donc ça, déjà, ça nous projette dans ce qu'il est possible de faire dans la personnalisation. Vous allez me dire, ok, c'est super, on a des options de réglage. Donc là, j'ai à chaque fois 4 petits modes qui vont se comporter peu ou prou à chaque fois de la même manière. J'ai ici déjà les vignettes qui vont me permettre de choisir un contraste. Comprenez que ici en haut à gauche, je vois que je continue de bouger parce que sinon le menu va se fermer, mais on voit ici en haut à gauche que j'ai une image qui est très débouchée, très claire. Du coup, ça risque de peut-être être un petit peu trop débouché. J'ai une image ici qui me semble, pour moi, être plutôt un bon intermédiaire, qui a une homogénéité. J'ai pas mon avant-plan ici, ma joueuse de tennis, elle n'est pas ultra saturée. J'ai des tons chers qui me semblent à peu près corrects, etc. Et donc, ça semble aller plutôt bien. J'ai une troisième image qui, là, renforce le contraste. On est sur quelque chose de plus punchy, mais j'ai les tons chers qui deviennent presque rouges. J'ai une pelouse qui est vert fluo. Et puis, mon public, je commence à moins bien le distinguer. Dans la 4e proposition, mon public, il est complètement effacé. J'ai un avant-plan sur lequel ça se passe plutôt bien avec ma joueuse de tennis, mais ça ne me convient pas. Donc, je vais choisir ici mon image intermédiaire. Et là où je dis que c'est quand même dommage, c'est que là, j'ai cette première proposition, mais j'aimerais tout simplement qu'au moment où je choisis ici ma vignette, j'aimerais, même si je ne suis pas sur un contenu sportif précisément maintenant, je pourrais avoir un conseil qui me dirait, tiens, mets plutôt une boucle YouTube avec un match de foot, ou peu importe, mettons un contenu sportif, ou à l'occasion d'un match de foot, je vais attendre, et puis je vais prendre 5 minutes pour régler mon image. Mais là, je ne vois absolument pas quel est l'impact sur l'image. Je poursuis et cette fois-ci, je vais m'intéresser à la couleur. De la même manière, la première image en haut à droite me donne un bleu un peu délavé, un rouge qui est un peu délavé lui aussi. Bref, c'est un peu fadasse, c'est pas l'image qui me plaît. L'image ici en haut à droite me semble être encore une fois la plus intéressante. La 3e et la 4e, elles sont un petit peu trop punchy. Moi, j'aime pas trop, donc je reste là-dessus. Enfin, dernier choix, puisque c'est une succession de 3 fois 4 petites vignettes. Là, j'ai soit ici une forme de nuance des couleurs, comprenez, température, balance des blancs comme vous le souhaitez, mais on voit que en haut, ici à gauche, je suis sur un blanc qui est un peu trop chaud. Là, on est au-delà même presque du mode filmmaker qui est un peu rougeâtre. On est vraiment sur un blanc qui n'est pas adapté. Ici, ça me semble être plutôt, encore une fois, la bonne sélection pour moi. En bas à droite, c'est trop froid, c'est pas agréable, c'est trop bleu. Et en dessous, peut-être que pour certains, ça conviendra. Certains qui, justement, des fois, me laissent des messages en me disant « T'as vu le mode filmmaker, c'est jaune quand même. » Ceux qui aiment bien avoir un blanc un peu plus blanc, impression un peu blanc-neige, peut-être que vous irez sélectionner celui-ci. Et là, je valide, et voilà.
c'est réglé. Et là, vous comprenez bien que ça ne me convient pas. Ça ne me convient pas. On est en 2025, j'ai un téléviseur 55 pouces et je suis obligé de choisir ma sélection parmi de toutes petites vignettes qui occupent le coin de l'écran comme ça. Ok, si elles étaient petites, mais que j'avais ici une reproduction sur le grand écran, je comprendrais. Mais alors, si t'es pas capable de me reproduire ça sur l'écran, mets-moi des grandes vignettes, comme on le fait chez LG. Parce que oui, cette fonctionnalité-là, elle n'est absolument pas nouvelle. C'est déjà proposé par LG depuis 2 ans, je crois. Et donc, 2 ou 3 ans, même peut-être, clairement, là, Samsung a une idée d'intégrer ce truc-là, ou en tout cas copie ce truc-là, une succession de 3x4 images, mais c'est pas particulièrement bien réalisé et c'est pas innovant, c'est pas novateur. Donc voilà, donc clairement sur ce sujet-là, je pense qu'il y a matière à améliorer cette expérience. Et quand on se dit, alors je peux garder certains espoirs, parce que je vous rappelle qu'on est sur des programmes de mise à jour désormais sur les téléviseurs, et donc peut-être qu'on va avoir un petit peu de chance. Bon, j'y crois pas trop, j'ai plutôt optimiste de nature, mais je suis pas sûr que Samsung remette en question ce type de choix qu'ils ont fait. Et pourtant, ça ferait du bien parce que clairement, on n'est pas du tout dans une logique de configuration qui permette de bien se projeter. Donc voilà. Donc non seulement l'idée n'est pas nouvelle pour Samsung et la réalisation est perfectible. Encore une fois, si j'étais optimiste, je placerais quelques espoirs dans le programme de mise à jour, mais j'ai un petit gars sur l'épaule qui a plutôt tendance à bien se marrer. Alors, il y a un autre point maintenant sur lequel je vais conclure et qui est en lien justement avec cette intelligence artificielle. Je voulais évoquer tout à l'heure ce mode full auto que je ne vais pas utiliser ici, mais vous allez l'avoir dans les images d'illustration. Ce mode full auto, je l'ai aussi utilisé cette fois-ci avec des sources de qualité. Comprenez un Blu-ray de Spears & Montiel avec cette boucle que vous connaissez bien. Et là, lorsqu'on a non seulement du Blu-ray avec le bon débit qui va bien, avec la bonne source HDR10+, j'ai quand même l'impression, en tout cas il me faut bien reconnaître, que le téléviseur s'est vraiment très bien comporté. C'est presque impressionnant dans la reproduction des détails et le peps de l'image. Mais pour autant, il y a toujours des choses où c'est un petit peu exagéré dans la colorimétrie, mais aussi parfois aussi dans la reproduction un petit peu artificielle de la fluidité de l'image, etc. C'est une configuration tape à l'œil et qui, j'en suis convaincu, va plaire. Ça va plaire, ce type de reproduction qui pourtant est vraiment aux portes de ce mode magasin que j'ai tant critiqué, qui est ici accessible en quelques clics, je pense que ça va plaire. Enfin, pour en finir avec cette partie qualité de l'image, et j'avais déjà commencé à l'évoquer, à le dire, là, il faut clairement que je confesse que Samsung, sur la gestion des sources en streaming, les sources YouTube, les sources Netflix, etc., Prime Video, fortiori, si on peut avoir du HDR10+, le résultat est saisissant. Là, quand vous voyez ça, moi, si je vois ici les détails, la reproduction de l'image, l'intensité des noirs, la vivacité des couleurs, le dynamisme de l'image, je me dis, ok, c'est pas un contenu YouTube, ça. Sauf qu'en fait, Samsung reproduit la chose vraiment très proprement. Je l'ai déjà dit et je le redis ici, c'est assez saisissant. Et le filtre qui vraiment annule toutes les lumières permet d'en profiter quel que soit le moment de la journée. Alors attention, peut-être qu'il faudra fermer les volets à certains moments, mais en tout cas, partout dans la pièce, là on est bien, on est vraiment bien. Et j'ai pas encore eu le LG OLED G5 pour voir vraiment où se positionne le G5 par rapport à ce Samsung, mais je suis curieux parce qu'on a vraiment quelque chose qui opère. Bon, évidemment, le gaming, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet a fortiori sur des téléviseurs haut de gamme comme celui-ci, parce qu'il est là en 55 pouces, mais naturellement le prix est élevé, et c'est un vrai sujet parce que c'est synonyme de polyvalence. Eh bien Samsung, cette année, annonce que le VRR va pouvoir aller chercher du 165 Hz. Alors, pas sur console, qui va être plafonné à 120, je l'ai branché à mon Razer Blade 18, qui m'a permis donc de jouer en Ultra HD à ces très hautes fréquences, grâce à cette technologie DSC, qui va permettre d'accommoder la bande passante à ce débit de 40 gigabits par seconde, parce que oui, c'est du 40 et pas du 48 sur ce téléviseur avec ce boîtier One Connect et sa connectivité déportée. En tout cas, le résultat
bah finalement, je peux vous le dire, il est quand même assez variable. Sous Counter-Strike 2.0, avec le PC, parfois, j'ai un combo qui se comporte très très bien, avec vraiment une bonne sensation de précision, une bonne sensation de réactivité, de belles images, une bonne fluidité. Et puis parfois, j'ai l'impression que le système est en train arrive à une logique d'étranglement, tout devient un petit peu brouillon dans les sensations, je commence à avoir du lag, désagrément d'avoir du stutter, etc. Et du coup, cette perception qui est censée m'apporter cet Ultra HD 165 Hz sur la logique de fluidité, eh bien, je ne la retrouve pas. Finalement, je me suis rendu compte que en descendant et en restant en 120, la machine s'étouffait un petit peu moins. Alors peut-être qu'effectivement, il m'aurait fallu une machine plus performante encore pour aller chercher ce 165 Hz, je le rappelle, avec cette définition Ultra HD, ça commence à représenter quand même en matière de puissance de calcul. Et puis bah parfois, c'était très bien. J'ai pu faire du counter, j'ai pu retrouver vraiment ma précision. Donc, je pense que ça se situait peut-être plutôt du côté de la machine. Mais pour autant, je ne peux pas exclure que certains phénomènes parfois de micro-saccades n'étaient pas liés au téléviseur. Parce que bah j'avais de temps en temps l'impression que j'étais dans une bonne phase de gestion de la puissance de la machine et que c'était du côté de la dalle que je manquais de précision. J'avais l'impression de tirer un petit peu en décalage par rapport à l'image, vraiment. Donc je pense que sur la logique de 165, je suis pas sûr que ce soit encore parfait sur cette technologie-là, mais pour autant, il est vrai que sur du 120, ça fonctionne bien. Il est dommage peut-être aussi qu'on n'ait pas un palier intermédiaire dans les réglages, où je peux vraiment aller chercher soit du 120, soit du 164. Et naturellement, si vous prenez le 164, eh bien, il faut le faire aussi dans le titre, c'est-à-dire qu'on va vraiment dans les options du jeu vidéo et on va chercher cette option 164 ou 165 Hz. Mais ça reste parfois vraiment correct et surtout, ça devient même bon sur certains titres où justement ces petites choses que je dénonce, le manque de précision, cette impression un petit peu de décalage est moins important. Enfin, je vous invite en fait à vous exprimer si vous avez ce truc-là, parce que pour l'instant, je reste pas pleinement convaincu des bénéfices en permanence, mais c'est peut-être lié à ma machine. Enfin, on peut assez facilement régler une image comme on le souhaite. Là, ici, il y a l'auto genre mode qui est activé et je ne peux visiblement pas le désactiver, mais on retrouve une game bar qui offre quand même pas mal de réglages, pas mal de fonctionnalités, la possibilité également d'afficher un point de visée central, la possibilité de créer un zoom sur la carte, etc. Je rappelle aussi que chez Samsung, on peut changer la résolution de l'image et du coup aller chercher des ratios un petit peu différents, 21/9, 32/9 également, il me semble de mémoire, des petites choses également là qui me reviennent au moment où je vous montre ici cette game bar. Donc on a quand même des choses qui sont assez complètes et assez complètes aussi dans le choix des modes avec du FPS, du RPG, un mode sport également et puis surtout désormais on a un mode original qui cette fois-ci va être un petit peu moins dans un phénomène de saturation parce que là vous le voyez encore ici on a ce rouge qui est quand même bien pétant et qui va nous reproduire quelque chose d'un petit peu plus doux, un petit peu plus agréable, j'ai envie de dire. C'est un peu le mode filmmaker du jeu vidéo. Vous allez quand même bien sentir que j'ai encore certaines appréhensions, certains trucs, il aurait peut-être fallu qu'il reste un petit peu plus longtemps, que je mixe un petit peu plus les usages et c'est tout simplement là tout le bénéfice. Venez vous exprimer sur votre expérience gaming, pourquoi pas avec des PlayStation aussi, puisque j'en parle assez peu, je ne l'ai pas la PlayStation, donc j'en parle même pas du tout. J'ai une Xbox Series X, peut-être que vous avez un avis complètement différent, donc n'hésitez pas, les commentaires et le groupe de discussion Discord sont vraiment là pour cela.
j'avais déjà commencé à aborder quelques fonctionnalités de TizenOS dans sa version 9, avec un restylage intéressant sur le papier, parce que cette nouvelle version de l'OS apporte des menus qui sont désormais regroupés, comme on l'a vu ici, dans la partie gauche de l'écran. Alors, c'est vrai que c'est une fenêtre que l'on va pouvoir en plus enrichir. Alors, regardez, si je continue de défiler ici, vous voyez que je peux avoir comme ça différents raccourcis et des raccourcis que je peux réagencer. C'est pourquoi, pour ma part, eh bien, j'ai même mis une fonction ici qui s'appelle Live Translate, accessible parmi les premiers raccourcis. Et c'est vrai que, au moins là-dessus, Samsung tente quelque chose. Je trouve pas que ce soit aussi efficace que ce que propose Sony, qui lui va disposer ces raccourcis ici en partie droite. On va avoir ici un premier bandeau, on va avoir ici un grand bandeau que l'on va pouvoir ouvrir, mais on va aussi avoir un bandeau de menu dans la partie basse de l'écran, une forme de combo qui est assez intéressante et qui, pour moi, encore une fois, a souvent ma préférence, mais je vous l'ai déjà dit de nombreuses fois. Et puis, chez LG, c'est un petit peu plus à comparer à ce que nous propose ici Samsung, avec là aussi un menu qui s'ouvre à gauche. Donc Samsung semble un petit peu plus inspiré de ce que propose LG, même si chez LG, je trouve que c'est quand même un petit peu plus spacieux. Et ici, c'est pas particulièrement bien légendé. Allez, j'ai lancé un contenu pour que l'on puisse voir un petit peu mieux ce qu'il en est pour les menus. Et donc ce premier raccourci ici qui va me permettre de changer de mode d'image. Ici, je suis en mode filmmaker et bien sûr, ça finit par se masquer au bout d'un moment. Donc je clique, je vais chercher mon mode d'image, voilà. Donc je clique mode dynamique, à fuir, le mode standard que je ne recommande pas non plus, c'est très fantaisiste, mode écho, mode cinéma et mode filmmaker. C'est ensuite dans tous les paramètres que l'on va pouvoir retrouver les réglages, avec un petit truc un peu intéressant, c'est que, souvenez-vous, tout à l'heure, je suis allé dans scène cinéma, scène événement sportif pour personnaliser les modes d'image IA, l'IA personnalisé. Et donc, on a ici quelques raccourcis qui vont venir s'intégrer, s'ajouter au fur et à mesure que l'on parcourt les différents réglages du téléviseur. Hop, on a un petit raccourci qui, entre guillemets, nous facilite le truc, mais on a déjà fait quelques clics pour y arriver quand même. Ensuite, on va aller dans le mode d'image. Puis là, on a des modes tronqués qui sont pas spécialement bien légendés. Encore une fois, le mode d'étalonnage intelligent, si jamais vous avez un smartphone de chez Samsung et que vous souhaitez, postérieur à 2019 et que vous souhaitez calibrer l'image du téléviseur, vous pouvez le faire en passant par là. Et c'est dans les paramètres experts que vous allez retrouver tous les autres réglages. Donc notamment ce fameux mappage de ton statique ou actif. Et regardez, boum, on n'est pas bien là, c'est pas joli, c'est pas fluo comme on n'aime pas. Bon voilà, donc ça clairement, pour ma part, hop, on préfère couper ce mappage de ton tout en conservant pour autant la luminosité en mode élevé. Et puis ensuite, voilà, vous pouvez avoir des petites choses comme ça qui, vous voyez, ont un effet quand même assez rapide sur l'amélioration des contrastes. Là, il faudrait presque y faire une vidéo dédiée à ces réglages que l'on peut appliquer soit à toutes les sources ou que l'on peut appliquer à la source que l'on est en train de regarder. Donc vraiment, on a grosso modo tous les mêmes réglages qu'on avait habituellement chez Samsung, avec aussi peu d'illustrations pour les légendes, et c'est regroupé ici dans le coin. Alors ce qui permet pour le coup de laisser une plus grande surface visible pour apprécier finalement l'impact des différents réglages. Alors là pour le coup, couleur booster, voilà, on n'y est pas, il se passe pas grand chose, mais peut-être que c'est ici, si il se passe quelque chose, j'ai pas l'impression, il se passe pas grand chose. Hop, élevé, bon, il se passe pas grand chose avec ce contenu YouTube ici, couleur booster qui utilise l'intelligence artificielle. Et la nouveauté cette année, elle se situe ici du côté de ce Live Translate qui, comme son nom l'indique, est censé nous faire de la traduction en live. Alors c'est le truc qui nous a été présenté, une brique de cette Samsung Galaxy AI ou AI Vision, je sais plus quel était le terme exact, ça m'a ensuite été présenté à nouveau à Paris, et donc je vais utiliser ces images-là, parce que vous avez aussi mes images à moi, et clairement, ça n'a pas fonctionné. Alors, il faut savoir déjà que si on vous a dit que le Galaxy AI ou Live Translate permet de traduire en temps réel la langue de vos programmes, c'est pas ça. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit dans un programme en broadcast qui intègre la metadata nécessaire, à savoir, moi je pensais en tout cas des sous-titres. C'est pas si magique que ça. Grosso modo, vous considérez qu'il y a un logiciel de traduction
temps réel, sans doute avec une certaine latence d'ailleurs, il aurait fallu que je puisse multiplier les essais, mais pour moi ça n'a jamais fonctionné, qui va traduire. Donc c'était une bonne chose que ça débarque sur le téléviseur, sauf que moi j'ai fait des essais encore et encore, ça n'a jamais fonctionné. Sur cette série ici, où j'avais bel et bien les sous-titres dans le programme que je pouvais activer, mais le téléviseur, il ne voulait absolument rien savoir. Donc je vous rajoute cette fois-ci les images captées chez Samsung. Et à Paris, voilà, vous avez ici ces quelques images qui vous permettent de voir à quoi c'est censé ressembler, parce que moi à la maison, ça n'a, encore une fois, je le redis, pas fonctionné. Je m'y suis pris à plusieurs essais, et puis rien du tout. Donc voilà, c'est en tout cas mon constat que je peux en faire, mais là aussi, si de votre côté, eh bien, vous avez constaté autre chose, eh bien, n'hésitez pas, manifestez-vous dans les commentaires ou sur notre groupe de discussion Discord. Encore une fois, c'est vraiment là pour ça. Pour la suite, Tizen OS, c'est fluide. Une utilisation convenable, parfois un peu long à démarrer. Mes enfants, souvent, on dit un peu long. Et puis, il n'est pas exclu non plus qu'on voit de temps en temps la petite roue de chargement, etc. Donc, du coup, faut composer avec ça. Et puis, surtout, il faut composer avec la télécommande minimaliste lorsqu'il est question de changer de source. Mais heureusement, comme je l'ai dit, lorsque l'on a vraiment plusieurs sources qui ont été détectées, comme là ici, le tuner TNT, par exemple, eh bien, il figure ici en haut. Là, j'ai directement l'accès à la télé. Là, ici, j'ai directement accès à ma box SFR qui n'a pas été débranchée. Et si j'ai la platine Blu-ray qui est branchée, eh bien, il va également me proposer ici d'ajouter le raccourci. Et maintenant, on va désormais passer à la vraie conclusion où on va se parler des points positifs et les points négatifs, les plus, les moins, que vous voyez s'afficher à côté de moi. Et puis rapidement aussi, la logique de conso, je vous l'ai redit, on passe de 100 à 300 watts finalement assez rapidement en fonction des contenus que l'on consume. Donc, du côté des points positifs, eh bien, il y a clairement la qualité de l'image, parce qu'elle est là. Elle est là, cette qualité de l'image, elle est bonne. On a un processeur qui travaille bien avec des sources dégradées, et on a un processeur qui voudrait bien nous faire adopter certaines technologies d'intelligence artificielle. Peut-être que certains d'entre vous les adopteront. Pour ma part, ce n'est pas le cas. Mais le processeur, lui, c'est sûr, le NQ4 AI Gen 3, il fait bien le job. Pour moi, c'était du filmmaker et rien d'autre, entre guillemets. Il est vrai que j'aurais aimé avoir, par exemple, peut-être un mode sport, parce que je pense à ceux qui vont regarder beaucoup de matchs de foot et qui peut-être pourraient se sentir un petit peu lésés sur ce sujet-là, et je les invite à s'exprimer. Il reste que dans tout ça, dans tous ces avantages et tous ces inconvénients que vous voyez s'afficher aussi, il y a un prix, et le 55 pouces à 2395 €, c'est pas négligeable. 3605 € pour le 65 pouces, vous allez commencer à me dire, David, moi pour ces tarifs-là, j'achète du 85 ou j'achète voire même du 98 pouces sur une technologie concurrente. Tu prendrais quoi, toi? Moi, je vous l'ai déjà dit, s'il était question de choisir un téléviseur, compte tenu de mon budget, je vous le dis, ce serait 75 ou 85 à technologie LCD mini LED chez un constructeur. J'ai pas encore testé le Hisense cette année, mais ça serait sans doute du côté de chez Hisense ou du côté de chez TCL, parce que je serais prêt à aller mettre les mains dans le cambouis pour faire certains réglages. Je serais prêt à utiliser peut-être exclusivement ma Shield TV pour me passer de certains traitements processeurs intégrés à ces téléviseurs qui pourraient être un petit peu douteux. Et encore une fois, je pense que eux aussi progressent, TCL et Hisense, et qu'il faut aussi avoir cela en tête. Mais s'il me fallait choisir un téléviseur OLED, eh bien, il est vrai que ce Samsung a un petit truc en plus. J'ai pas encore testé le G5, je vous l'ai dit. J'ai pas testé le Bravia 8 M2 non plus. Mais moi, je sais déjà, faute de pieds pivotants, sur ce qui permet aussi de compenser la logique de reflet et d'effet miroir dans mon salon en tout cas. Eh bien, ce nouveau filtre là, le Glare Free 2.0, il est un peu moins impactant sur le noir qui du coup reste bien profond, les couleurs qui n'ont pas cet effet peut-être un petit peu délavé que je dénonçais l'année dernière, mais déjà l'année dernière sur S95D, je le disais, ouais, avec un produit comme ça, Samsung me ferait presque adopter la technologie OLED, alors que pourtant, même si je n'ai rien contre cette techno, je l'ai suffisamment dit, ce n'est pas une techno que je mettrais chez moi. Voilà, c'est comme ça, parce que ça ne convient pas à mes conditions d'utilisation, sauf à avoir une dalle mat comme celle-ci, mais à quel tarif? Et là, c'est la logique de budget, et pour moi, ça ne colle plus, on n'y est pas. Donc voilà, donc Samsung réalise à nouveau ici un truc qui est percutant, pertinent,
performant. Et vous l'avez vu dans cette espèce de petit coup de gueule, il va falloir aller réveiller les gars en charge du boîtier One Connect et du pied et celui qui s'occupe de la télécommande, de se dire hey, c'est bien les gars, vous avez fait une sieste d'1 an, maintenant vous allez vous réveiller et puis vous allez nous produire quelque chose de plus ergonomique pour la télécommande, rétroéclairé, et puis peut-être un petit peu plus modulable, modulaire, voilà, un petit peu plus sympa aussi pour la logique du pied et de ce boîtier One Connect. Il y a des choses à faire, je pense. Voilà, je m'arrête là, c'est fini. Je pense que cette vidéo est déjà bien suffisamment longue comme cela et n'oubliez pas de réagir maintenant dans l'espace commentaire. N'hésitez pas à me rejoindre aussi sur le groupe de discussion Discord, à nous rejoindre puisqu'on est plus de 2000 maintenant membres. C'est vrai qu'il y a des canaux qui bougent plus que d'autres, mais n'hésitez pas à venir nous rejoindre. C'est aussi sur le Discord, il y a le QR code et puis il y a des liens dans la description qui vous permettront de nous rejoindre. C'est aussi sur le Discord que vous pourrez utiliser ce fameux service pour générer des liens d'affiliation parce que dans la description, je vais vous mettre ce qui va bien pour Samsung, mais vous pouvez aussi aller consulter les autres tests de TV et utiliser les liens d'affiliation qui sont en dessous. Encore une fois, ça ne vous coûte pas plus cher et ça permet juste de me donner une petite pièce parce que c'est une petite participation à l'effort de guerre. C'est pas une très grosse commission que je touche dessus, mais je considère que si chacun passe par ça, finalement, ça va quand même aider à faire vivre cette chaîne et à faire en sorte que je reste indépendant sur cette partie test de télé. Et puis surtout, je vous le redis, j'utilise un service partenaire pour l'affiliation qui vous permet vraiment de générer ces liens, de comparer les tarifs au sein de plusieurs boutiques, plusieurs enseignes, pour tout d'ailleurs, hein, c'est pas que de la télé, hein, vraiment vous pouvez mettre n'importe quel lien à l'intérieur, même si vous voulez acheter, j'exagère, mais des chaussures, des savons, peu importe, voilà, vous faites ce que vous voulez, mais c'est quelque chose pour lequel aussi moi je reverse une commission à mon partenaire, hein, c'est pas gratuit pour moi non plus, donc sur la commission dont je bénéficie, eh bien je reverse un petit truc pour que vous puissiez bénéficier de ce service. Allez, voilà, c'est terminé, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo sur la chaîne, et d'ici là, portez-vous bien, n'oubliez pas de vous abonner si ce n'est pas déjà fait, parce que les tests de télé, on n'en a pas fini. Allez, ciao tout le monde.